Attendez, oui, c'est bon. Merci pour l'invitation, merci à tous et à toutes d'être présents. Donc on travaille ensemble, en fait, vous allez voir, voilà, on travaille sur des choses un peu différentes, mais on vient du même laboratoire à Paris. Et on va vous parler en effet des points, d'une approche épidémiologique de la question des liens entre santé mentale, conduite addictive et périnatalité. Donc c'est moi qui ai le plaisir de commencer, puis Judith prendra la suite et j'espère qu'on pourra avoir un temps pour échanger un tout petit peu à la fin. Alors, donc nous on est épidémiologistes. Ce dont je vais vous parler, ce sont des grandes tendances dans le domaine de ce qu'on sait aujourd'hui en France sur les problématiques de santé mentale et d'addiction en période périnatale, mais plus largement chez les femmes, les évolutions récentes, ce qu'on sait des facteurs de risque et puis un tout petit peu des grandes mesures qui ont été mises en place pour aborder, donc des grandes politiques publiques qui ont été mises en place pour aborder cette problématique. Et à la fin, on terminera sur quelques mots de conclusion, pour ma part en tout cas, quelques observations. Alors, je voudrais commencer cet état des lieux. Bon, on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais en disant que, évidemment, les questions de santé mentale en lien avec la parentalité sont très anciennes. C'est pas du tout une réalité nouvelle. On en a peut-être plus conscience aujourd'hui, mais les problèmes de santé mentale autour de la naissance d'un enfant ont existé de longue date. Alors, c'est une interprétation personnelle d'un certain nombre de tableaux de la Renaissance qui, si vous les regardez, montrent des madones tristes, pas très concentrées sur leur bébé, mais donc je ne dis pas que Botticelli voulait spécialement peindre la dépression postpartum, mais enfin, s'il avait voulu, il l'aurait sans doute fait un tout petit peu comme ça. Un autre exemple très connu là pour le coup et avéré de dépression postpartum qui a fini de manière tragique, comme vous le savez, Jeanne Buterne, qui était la femme d'Amadeo Modigliani et qui s'est suicidée alors qu'elle était enceinte juste après sa mort, ne pouvant pas faire face à sa disparition. Fort heureusement, les dépressions du postpartum et les fragilités psychiques pendant la période périnatale ne finissent pas toujours de manière aussi tragique, mais ça peut arriver. Et vous savez sans doute que les derniers chiffres sur la mortalité en période périnatale ont montré que les suicides sont la première cause de décès aujourd'hui des femmes suite à la naissance d'un enfant. Alors c'est aussi parce que les autres causes des décès ont reculé, mais il y a le suicide se maintient comme une cause importante de décès chez les femmes qui ont donné naissance. Donc, le point principal de cette diapo, c'est de vous dire qu'on sait aujourd'hui que les troubles de l'humeur et les troubles anxieux sont fréquents au cours de la période de la grossesse et du postpartum. Il s'agit de périodes de fragilité psychique accrue, au cours desquelles, mais ça a déjà été abordé, il se passe énormément de choses à la fois sur le plan biologique, psychologique, social aussi. Nous, on s'intéresse beaucoup au sein de l'équipe aux liens avec d'autres personnes au sein de l'entourage, à l'isolement, aux risques qui peuvent être liés quand on désinvestit un certain nombre d'engagements sociaux suite à la naissance d'un enfant. Et donc, tous ces facteurs, et pas uniquement les hormones, c'est ça que je voulais dire, principalement, concourent à accroître une fragilité psychique importante des femmes en particulier. Alors, les femmes ont en général des taux de dépression et de troubles anxieux plus élevés que les hommes. Vous savez peut-être qu'ils sont environ 2 fois plus élevés. Donc les femmes ont des taux 2 fois plus élevés que les hommes et qu'on estime en population générale en France qu'environ 20% des personnes, 20% des femmes ont eu un épisode dépressif caractérisé. Ici, comme le montrent ces chiffres du baromètre santé, donc c'est notre grande enquête sur la santé des Français réalisée régulièrement par Santé publique France, vous voyez les taux de dépression mesurés en 2021 chez les personnes de 18 à 85 ans, chez les hommes en bleu un peu plus foncé et chez les femmes en bleu plus clair. Et vous voyez ici que, donc, d'une part, les femmes ont un risque plus élevé de dépression à tous les âges, mais que ces taux sont particulièrement élevés entre 18 et 24 ans, puis 25-34 et 35-44. Donc c'est vraiment aux âges où les femmes sont en mesure d'avoir des enfants.
Alors, je voulais aussi parler des addictions. Pour dire qu'on est un pays où les niveaux de consommation de tabac, alcool et cannabis sont relativement élevés. Et là aussi, c'est aux âges reproductifs de la vie, entre guillemets, qu'ils sont particulièrement élevés. Alors, vous voyez ici que en 2023, d'après les données les plus récentes que nous avons, 20% des femmes, donc une femme sur 5, fument du tabac tous les jours, une proportion un tout petit peu plus élevée des hommes. Et ces tendances sont à la baisse, donc on observe une diminution au cours du temps, mais néanmoins, une partie importante de la population continue d'être fumeuse de tabac, ce qui peut poser des problèmes au cours de la grossesse. Pour ce qui est de la consommation d'alcool, les taux sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, mais cette différence entre hommes et femmes a eu tendance à se réduire au cours du temps. Et il y a des évolutions très importantes dans les modes de consommation d'alcool. Bon, je vais rien vous apprendre, on boit moins d'alcool tous les jours de manière quotidienne, mais et donc la consommation globale est plutôt en train de baisser. Ceci étant dit, les taux de ce qu'on appelle les alcoolisations ponctuelles importantes, puisque binge drinking n'est pas vraiment un terme ni médical ni scientifique, sont plutôt relativement élevés et ont moins tendance à baisser dans le temps. Et ils sont particulièrement élevés, là aussi, chez les personnes en âge de procréer, avec des différences hommes-femmes, mais donc 2 fois plus d'hommes que de femmes qui rapportent des alcoolisations ponctuelles importantes, mais encore une fois, des niveaux relativement élevés. Vous voyez par exemple ici, tout à la droite de ce graphique, qu'entre 18 et 24 ans, 46% des personnes disent avoir eu des alcoolisations ponctuelles importantes dans l'année. Entre 25 et 34 ans, c'est 44, et entre 35 et 44, c'est 40% de la population, donc c'est voilà, presque tout le monde. Une alcoolisation ponctuelle importante étant au moins 6 verres en une même occasion, donc d'une consommation potentiellement à risque. Alors, si on regarde un tout petit peu comment se distribue la consommation d'autres types de substances psychoactives, la plus fréquente, c'est le cannabis, qui est plus souvent consommé par les hommes également que par les femmes, et qui peut-être... Enfin, il y a une évolution importante en matière de consommation cannabis, qui est que là où c'est un produit qui était principalement fumé par les adolescents et les jeunes adultes, on observe un vieillissement des consommateurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc 57% des hommes et 43% des femmes ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. 14% des hommes et 7% des femmes au cours des 12 derniers mois. Ça concerne principalement les jeunes de 18-24 ans et un peu moins ceux de 24-35 ans, mais vous voyez que 10% de la population adulte consomme du cannabis au moins de manière occasionnelle. Et on commence à voir, alors en France, il y a très peu d'études là-dessus, mais aux États-Unis, où les niveaux de consommation de cannabis sont plus élevés et où la libéralisation du marché a aussi fait augmenter, enfin donc comment dire, le fait de pouvoir accéder au cannabis de manière légale a augmenté les niveaux de consommation des usagers. On voit apparaître des problématiques liées à la consommation au cours de la grossesse, les effets possibles sur le développement du fœtus et sur les enfants. Bon, aux États-Unis, il y a d'autres problèmes liés aux drogues pendant la grossesse, évidemment. Mais en France, étant donné qu'on observe aussi ce maintien des consommations au-delà de l'adolescence, il est possible qu'on commence à observer aussi des femmes enceintes qui continuent de fumer du cannabis à des niveaux plus fréquents et plus élevés. Voilà. Alors, voilà, un dernier mot sur ce grand paysage des conduites addictives en France autour de la naissance d'un enfant. Donc, les données de l'enquête périnatale de 2021 montrent voilà, un petit peu ce que je viens de vous dire à l'instant, mais vraiment en focalisant sur la période de la grossesse. Donc on estime que 26% des femmes qui ont donné naissance en 2021 avaient des symptômes de dépression. Ceci étant dit, seulement 9% ont dit au cours de la grossesse avoir accès à une consultation pour des raisons psychologiques. Donc vous voyez le gap de prise en charge qu'il peut y avoir. C'est pour ça que voilà, on utilise ces données de population générale. Le taux de tabagisme, voilà, en 2021 était un tout petit peu plus élevé que ce que je vous ai montré, et la moitié des femmes, un peu plus de la moitié des femmes avaient arrêté de fumer pendant la grossesse,
ce qui fait que le taux de fumeuses était d'environ 12%. Nous, on a mené des analyses à partir des données de la cohorte ELF, que je vais vous montrer dans un instant, qui montrent qu'à 6 mois, la plupart des fumeuses ont recommencé à fumer. Alors, sans vouloir spoiler complètement ma conclusion, le facteur principal, est-ce que vous savez quel est le facteur principal qui joue sur la reprise du tabagisme après la naissance d'un enfant? Le tabagisme du conjoint. Voilà, et je le dis parce que voilà, on a eu un échange tout à l'heure avec la personne qui parlait de l'entourage et des conjoints. Malheureusement, les conjoints, y compris pour le tabagisme, passent un peu à la trappe dans les politiques publiques et les dispositifs de prise en charge. Il faudrait sans doute faire quelque chose de plus global pour que l'arrêt du tabac dans les familles soit plus durable. Donc, l'enquête périnatale a aussi posé des questions aux femmes qui participent. Donc, c'est une enquête représentative sur les femmes qui ont donné naissance en 2021, sur les consommations de cannabis et d'alcool. Et vous voyez que là, on a des taux un tout petit peu plus faibles que ce que je vous ai montré à partir du baromètre santé. 6% des femmes disaient consommer du cannabis ou avoir consommé du cannabis avant la grossesse et 1% pendant la grossesse. Enfin, voilà, c'est sans doute des sous-estimations. Quant à la consommation d'alcool, elle est très difficile à mesurer dans ce type d'enquête. Et puis je pense qu'il y a le biais dont Charlotte David parlait tout à l'heure, la stigmatisation de la consommation d'alcool pendant la grossesse, qui fait que dans cette étude, l'estimation est très très faible par rapport à ce à quoi on peut s'attendre dans des enquêtes qui ne se concentrent pas spécifiquement sur les femmes enceintes. Alors, quelques mots sur les facteurs associés à la santé mentale et aux conduites addictives pendant la grossesse, à partir des données de la cohorte ELF, qui est une grande cohorte nationale d'enfants nés en 2011, donc les données datent un petit peu, mais l'intérêt, c'est que c'est une étude de cohorte où les enfants et leurs parents sont suivis dans le temps. Donc là, vous voyez qu'on avait en 2011 à peu près 15 000 familles, 15 000 femmes en tout cas, auprès desquelles on pouvait étudier la santé mentale et les conduites addictives. Tout ça pour vous dire que les deux dimensions sont évidemment très très liées entre elles. Les femmes qui avaient des difficultés psychologiques au cours de la grossesse étaient aussi plus à risque de consommer du tabac, de consommer de l'alcool. Leurs autres caractéristiques étaient par ailleurs plus de difficultés. Ah oui, pardon, ça c'est le tabagisme. Ok, plus de difficultés sociales et globalement une prise en charge de la grossesse moins complète. Et on a aussi cherché à étudier plus spécifiquement les facteurs associés au tabagisme et à une forte consommation d'alcool pendant la grossesse à partir de ces données, tout en sachant que c'est une étude de cohorte, donc les participants sont sélectionnés et on a probablement assez peu de profils très à risque. On a très peu de personnes en situation de grande précarité. On a aussi très peu de personnes qui ont des consommations de produits addictifs très, très marquées. Néanmoins, ce qu'on a observé, alors ici c'est une analyse où on a séparé les femmes nées en France et nées à l'étranger parce qu'on s'intéressait plus spécifiquement au lien entre la migration et les consommations de tabac et d'alcool. Mais dans l'ensemble, les facteurs sont relativement proches. Les femmes nées à l'étranger consomment beaucoup moins de tabac et moins d'alcool que les femmes nées en France. Et voilà, juste ces résultats pour vous dire que quand on s'intéresse au tabagisme, on observe de très fortes inégalités sociales. Le tabagisme pendant la grossesse concerne de manière plus marquée les femmes qui ont un niveau de diplôme relativement faible, qui sont sans travail, qui avaient des difficultés psychologiques et qui ont en parallèle une forte consommation d'alcool. Chez les femmes nées à l'étranger, on observe moins d'inégalités sociales, même au contraire. Et en ce qui concerne, alors j'ai dit qu'on ne disait pas binge drinking, mais là c'est comme ça qu'on l'a appelé, c'est le fait d'avoir consommé au moins 3 verres en une même occasion alors qu'on se savait enceinte. Là, on observe également des disparités sociales et chez les femmes nées à l'étranger, le rôle de l'isolement. Une forte proportion de mères nées à l'étranger dans cette étude, presque 10% ne vivaient pas avec leur conjoint déjà au moment de l'inclusion au sein de l'étude. Et on voit que c'est un facteur qui était associé à la consommation d'alcool.
Alors, on s'est aussi intéressé à partir des données de la cohorte ELF à l'accès à certains dispositifs mis en œuvre pour faire face aux difficultés psychologiques et aux conduites addictives chez les femmes enceintes, et en particulier l'entretien prénatal précoce et la préparation à la naissance et à la parentalité. Alors, ce sont des données de 2011, déclaratives. Voilà, il y a un certain nombre de biais possibles et je pense qu'il faudrait vraiment continuer à évaluer ces dispositifs sur le long terme. Ceci étant dit, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que quand on a demandé aux femmes, est-ce que vous avez eu un entretien prénatal précoce et est-ce que vous avez participé à des ateliers de préparation à la naissance, à la parentalité, un tiers ont dit oui à la première question et 50%, donc la moitié, oui à la deuxième question. Ce qui veut dire qu'il y a quand même probablement beaucoup de familles qui n'ont pas accès à ces dispositifs. Et ce qu'on a observé, c'est que certes, le fait d'avoir des difficultés psychologiques était associé donc, et à l'entretien prénatal précoce et à la préparation à la parentalité, mais il y avait aussi beaucoup d'autres facteurs, notamment le fait d'être au chômage, augmenter la probabilité alors pardon, à la fois le fait de travailler et d'être au chômage, donc avec une espèce d'association en U, mais ce qui indique que la situation d'emploi est aussi un facteur qui influe sur la probabilité d'avoir accès à ces dispositifs. Le fait d'être primipare, donc les femmes qui ont déjà des enfants y accèdent moins. Et dans l'ensemble, le fait un moins bon suivi obstétrical était plutôt associé à moins d'accès à ces deux dispositifs. Ce qui, voilà, encore une fois, c'est juste pour dire que c'est super qu'ils existent et évidemment il faut les déployer, mais il faut peut-être aussi s'interroger sur qui accède, comment, avec voilà, sans même évaluer leur efficacité, pour rebondir ce qui a été dit tout à l'heure sur les dispositifs ELSA. On a été interrogé il y a quelques années par la MILDECA qui souhaitait mettre en place une réflexion sur les problématiques d'accès aux soins et en particulier aux soins en santé sexuelle et reproductive pour les femmes qui ont des problèmes d'usage de produits psychoactifs. On a été interrogé sur l'ampleur des difficultés et ce qui existe comme dispositif permettant de mieux accompagner les femmes qui ont des problèmes d'addiction. Et donc, en fait, alors, c'est pas ce que je vous montre là, mais on a fait une revue systématique de la littérature qui a montré qu'en réalité, il y a assez peu de... Enfin, le fait les femmes qui ont des problèmes d'addiction ont plus de grossesses non désirées, plus de recours à l'IVG, plus de placement d'enfants, malheureusement, mais il y a assez peu d'interventions efficaces pour mieux les accompagner. Si ce n'est des prises en charge très multisectorielles qui existent parfois aux États-Unis, où il y a à la fois des soins en addictologie, en santé reproductive, en santé mentale, qui sont proposés dans un même cadre. Mais moi, la question que ça m'a posée, c'est est-ce qu'on est dans une thématique qui concerne principalement des femmes donc en situation d'addiction, qui sont repérées par les structures d'addictologie, qui sont déjà sans doute marginalisées et qui rencontrent d'autres problématiques, ou est-ce qu'en réalité c'est une problématique plus large? Et donc là, c'est ce qu'il y a sur la diapo. On a utilisé les données du baromètre santé pour tester, alors c'est très grossier, enfin très macro, les liens entre les consommations de cannabis au cours de la vie, au cours des 12 mois précédant l'enquête, et l'utilisation d'autres types de drogues, et un certain nombre d'indicateurs de santé sexuelle et reproductive. Et vous voyez, là je vous ai mis juste les pourcentages, et j'ai entouré les associations qui étaient significatives après prise en compte d'un certain nombre de facteurs de risque. Globalement, on s'est rendu compte que les femmes qui avaient déjà consommé du cannabis avaient plus de grossesses non prévues, avaient plus utilisé une contraception d'urgence, plus eu recours à une interruption volontaire de grossesse et par ailleurs avaient aussi vécu plus de violences sexuelles tout au long de leur vie qui évidemment augmentent les risques d'addiction et de soins en santé sexuelle et reproductive moins optimaux. Tout ça pour vous dire que, il me semble, mais voilà, on peut en discuter évidemment, que au-delà des patients qu'on identifie comme ayant déjà des problématiques d'addiction et qui sont pris en charge par les structures d'addictologie, le lien entre conduite addictive et
et santé mentale évidemment, mais aussi risque dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive est bien plus large. Et d'ailleurs, les recommandations aux médecins généralistes, parmi toutes les recommandations qu'on leur fait et qui sont à suivre, c'est d'inciter, de repérer les usages de produits psychoactifs et d'inciter les femmes en âge de procréer à réduire leur consommation, voire à arrêter dès le moment où elles envisagent un projet d'enfant. Et de repérer les difficultés potentielles à ne pas consommer de produits psychoactifs dès ce moment-là, c'est-à-dire bien en amont de la grossesse, avec toutes les difficultés que ça pose évidemment. Et voilà. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, ce lien addiction, santé sexuelle et reproductive, en fait, il traverse la population générale et il faut le penser en tant que tel. Alors, pardon, je veux finir très vite pour laisser la parole à ma collègue. Donc, quelques grandes pistes explicatives sur les liens entre les conduites addictives, la santé mentale et les indicateurs de santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est juste pour mentionner le modèle de Dahlgren et Whitehead qui positionne vraiment la santé comme étant à la fois multifactorielle, mais aussi influencée à la fois par des facteurs individuels, mais aussi par des normes sociales beaucoup plus larges et un contexte socio-économique plus large aussi. C'est assez évident que sur les conduites addictives, les normes de comportement, les habitudes que nous avons tous influent sur le fait que les femmes et les hommes qui ont des projets d'enfants ou qui ont des enfants en bas âge consomment eux aussi ou pas. Et là, on voit évidemment un certain nombre d'évolutions récentes que je mentionnerai à la toute fin. Mais il y a aussi évidemment, et je l'ai mentionné, des inégalités sociales et un contexte socio-économique plus large qui est en dehors du champ de la santé, mais qui contribue aussi à des variations à l'échelle populationnelle. Et je voulais mentionner donc juste deux points. Bon, d'abord, l'augmentation des taux de pauvreté, vous le savez sans doute. Depuis l'épidémie de Covid, on est passé à plus de 15% de la population en France qui vit avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, les familles monoparentales étant un des publics les plus touchés, les familles monoparentales et les personnes âgées. Donc il y a de plus en plus d'enfants et de familles qui malheureusement vivent dans des situations de grande précarité matérielle et ces difficultés peuvent évidemment contribuer au à la dégradation de la santé mentale et aussi à des conduites addictives qu'on peut observer au sein de la population. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, alors qui est plutôt le sujet d'expertise de notre collègue Fabienne Elkhouri au sein de l'équipe, mais qui est dont on n'a pas parlé ce matin. C'est vraiment les violences, différentes formes de violences, notamment les violences sexuelles, mais pas uniquement, auxquelles les femmes sont plus exposées que les hommes et qui contribuent aussi de manière importante aux conduites addictives. En particulier quand il s'agit de violences au cours de l'enfance, au cours de l'adolescence. C'est un sujet qu'on aborde de plus en plus et moi je serais très intéressée par vos réactions. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus souvent abordé aujourd'hui par les femmes qui viennent en consultation? Ce qui est sûr, c'est que il y a peut-être une nécessité d'intégrer et de réfléchir à cet axe-là au sein des prises en charge. Donc voilà, pardon pour ce survol très rapide, mais c'était pour vous dire que, vous le savez certainement, vous le savez déjà, mais voilà, je voulais insister sur la fréquence des problèmes de santé mentale et des conduites addictives chez les femmes dans notre pays, parce que c'est pas vrai partout, mais il se trouve qu'en France, ce sont des problématiques très prégnantes. Les liens à différents âges de la vie et aussi bien dans des populations cliniques qu'au sein de la population générale avec la santé sexuelle et reproductive et par extension la périnatalité. Le rôle des facteurs sociaux et économiques dans ce domaine, mais aussi les imbrications, c'est ce dont Charlotte David a parlé ce matin, donc les pathologies duelles ou en tout cas les risques conjoints de santé mentale et de conduite addictive.
qui nécessite un repérage et une prise en charge globale le plus tôt possible, avec sans doute un repérage des violences. On sait qu'il existe des difficultés d'orientation et de prise en charge qui peuvent freiner le repérage, mais voilà, on espère que les choses évoluent sur ce plan-là. Et voilà, je voulais moi aussi mentionner l'implication de l'entourage et notamment des pères qui sont quand même assez peu pris en compte dans les politiques publiques autour de la périnatalité, alors qu'on sait que dans le domaine des addictions, le comportement du père est très très important. Je voulais quand même finir sur une bonne nouvelle qui est que on observe quand même une baisse drastique des consommations de tabac, alcool et cannabis chez les adolescents. C'est vraiment historique. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc ça, ce sont des données à 17 ans issues de l'enquête Escapade. Donc, on a, alors, si on regarde les usages quotidiens, on est donc 15% des jeunes fument du tabac tous les jours, ce qui est voilà, 2 fois moins que dans la génération des quadragénaires, à peu près. 7% consomment de l'alcool de manière régulière et 4% on consomme du cannabis. Donc, on peut espérer que ces tendances vont contribuer à réduire la problématique des conduites addictives en période périnatale, mais avant ça, on a encore quelques années, enfin vous avez surtout quelques années devant vous avec des personnes à repérer et prendre en charge. Merci beaucoup de votre attention. Ok, Maria, merci. Aussi, merci aux organisateurs de m'avoir invité pour faire le complément, le regard croisé de cette intervention. Donc, moi, je vais plutôt parler de la santé mentale. Il y a peut-être certains points que Maria et Charlotte ce matin ont déjà touché dessus, mais voilà, je repasse un peu plus rapidement. Peut-être, je commence aussi un peu une histoire, mais moi j'avance un peu plus loin. Donc moi, même le temps d'Hippocrate, parce que même déjà à l'époque, ils ont reconnu qu'il y a un lien entre l'accouchement et le trouble psychiatrique. Bien sûr, ils avaient des autres hypothèses sur les humeurs et le fait de circulation de fluide dans le corps qui était plutôt à cause. Ben non, on sait mieux, mais là, depuis, ça a quand même bien évolué, avec peut-être un grand point d'étape avec l'œuvre de Victor Louis Marseille, qui était vraiment le fondateur de conceptualisation moderne de troubles psychiques en période périnatale. Et bon, voilà, c'est une petite graphique au final sur le diapo, mais vraiment cette approche épidémiologique psychiatrique, donc comme moi et mes collègues pratiquent, ça s'est vraiment pris un survol à partir des années 1960, et comme vous voyez bien, on voit bien, il y a un pic qui commence là à se dessiner, c'était plutôt à partir des années 2000. Ces graphiques montrent les différentes publications qu'on peut trouver sur un site de publication scientifique qui s'appelle PubWeb. Et voilà, on regardait santé mentale périnatale pour les femmes et pour les hommes. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt sur les femmes et le petit ligne rouge en bas, c'est sur les hommes, sur le père. Donc on voit bien aussi que là, même dans le domaine de recherche, les pères, ils sont encore assez méconnus, comme déjà souligné tout à l'heure. Bon, voilà, là je peux assez rapidement. Donc, comme dit, le période périnatale, c'est une période à risque. Là, il peut s'agir quand même d'épisodes de troubles mineurs qui sont assez transitoires, donc du stress aussi lié à la parentalité. Mais il y a aussi quand même des cas de figure un peu plus graves, comme de décompensation de troubles préexistantes qui sont peut-être pas suivis comme il fallait. Ou encore l'apparition de troubles psychiatriques au cours de la grossesse ou en postpartum. On sait par exemple que le risque d'avoir une première hospitalisation pour troubles psychiques est presque une fois 6 fois plus grand dans la première année après l'accouchement. Donc, en épidémiologie, on utilise beaucoup de données de cohortes, en épidémiologie périnatale, de cohortes mère-enfant, de cohortes de naissance, qui nous permet de dire différentes choses sur, entre autres, les prévalences de ce trouble, les facteurs de risque et de protection qui sont concernés, les répercussions sur la famille et aussi un peu sur le traitement en prévention de ces conditions.
Donc bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur chacun de ces points. Là, il me reste 20 minutes à peu près, donc je ne vais peut-être pas entrer en trop de détails sur chacun de ces points, mais voilà, il y a beaucoup quand même de possibilités aussi dans le champ de l'épidémiologie. Donc nous, on utilise, ou moi en tout cas, beaucoup de données de cohortes françaises et notamment la cohorte ELF, on a déjà entendu parler, donc c'est une grande cohorte nationale de naissance avec plus de 18 000 enfants qui maintenant ont été suivis jusqu'à l'âge de 13 ans. Une autre cohorte qui est plus petite mais très riche et peut-être certains d'entre vous sont même peut-être des participantes, c'est la cohorte Eden qui ont recruté des femmes à Nancy et Poitiers. Donc voilà, c'est pour ça qui aussi suivi longitudinalement ces femmes et ces enfants. Et au final, il y a une cohorte, pas forcément mère-enfant, mais une cohorte nationale représentative, c'est la cohorte Constance, et ils ont suivi de plus de 200 000 personnes sur tout le territoire français, et qui nous permet quand même aussi d'approcher ce genre de questions qui nous intéressent autour de la périnatalité. Donc, première idée sur combien de ces troubles psychiques sont prévalentes dans ces deux cohortes, Eden et ELF. Bien sûr, selon la cohorte, il y a de différents temps de mesure, mais en général, on voit quand même de similarités dans ces différents taux de prévalence. Donc, par exemple, antécédents, difficultés psychologiques qui sont autour de 10% pour le mère et en ELF 5% pour le père, ce qui correspond à peu près avec le ratio qu'on voit en population générale pour le trouble psychique. De dépression anténatale sont assez élevées dans la cohorte Eden, avec 25% de femmes qui ont déclaré de troubles élevés, de symptômes élevés de dépression. Il faut peut-être préciser que dans ce cohorte de recherche, on parle plutôt parle pas trop de diagnostic, mais plutôt de complétion d'échelle d'auto-évaluation où on peut avoir un score qui dépasse un certain seuil qui peut être indicatif d'un trouble avéré. Malheureusement, il y a très peu de vrais diagnostics de raison de leur échelle et la possibilité de faire voir 18 000 femmes par exemple, un psychiatre pour faire le diagnostic. Ce qui est aussi intéressant, que l'anxiété est encore plus prévalente. Là, par exemple, 32% de femmes Eden qui ont déclaré elles-mêmes qu'ils ont eu de anxiété anténatale. Et en postnatal, on voit à peu près, dans la première année après l'accouchement, de taux de prévalence de 12%, donc à peu près 12% de femmes qui ont déclaré la dépression postnatale à différents moments donnés. Et ce qui est intéressant justement aussi avec le cohorte ELF, que donc on a aussi ces informations sur le père, et là on voit qu'il y avait à peu près de 7% de pères ELF qui ont dit qu'ils étaient touchés par de dépression postpartum. Voilà, là on vient de déjà voir ces infos, donc juste pour dire que par rapport à ces deux enquêtes, on voit que quelques similarités, et c'est notamment que l'anxiété c'est beaucoup plus prévalente au final que la dépression, et je crois que c'est important aussi de souligner parce qu'on parle beaucoup de dépression postpartum, c'est peut-être aussi le trouble le plus connu auprès du grand public, mais je crois que c'est important aussi de souligner que les troubles anxieux sont peut-être plus prévalentes en général. Bon, on avait déjà dit qu'on sait un peu moins sur les pères, ils sont un peu oubliés, si vous voulez, dans ces questionnements. Donc, avec une doctorante en moi, on a essayé de détourner, si vous voulez, un peu les données qui sont disponibles. Donc, avec cette grande cohorte Constance, on a pu identifier les hommes qui ont dit qu'ils n'ont jamais eu des enfants. Donc, ils étaient, au moment de l'inclusion, ils n'avaient pas d'enfants. Et au cours de leur suivi, ils ont à un moment donné déclaré s'ils ont eu des enfants ou des naissances dans leur famille. Donc on a pu identifier le nouveau père, entre guillemets, donc, qui était à peu près de 6300 personnes dans ce cohorte. Et donc, comme on a le suivi longitudinalement, on a aussi des données dans le temps sur leurs symptômes psychiques. Et donc, du coup, on a pu regarder c'était quoi leurs symptômes
avant cette naissance de leur enfant, pendant la période périnatale, les 1000 premiers jours, et un peu au-delà aussi. Et ce qu'on peut voir clairement sur ce graphique, c'est, voilà, ils avaient de taux de prévalence qui étaient à peu près habituels, et dans l'année qui précédait la naissance de leur bébé, ce trouble, ce symptôme commençait à augmenter, et c'était notamment encore, aussi pour le père, le trouble anxieux qui commençait à augmenter pendant cette année précédant l'accouchement, et qui continuait, comme vous voyez, de rester à un niveau assez élevé aussi dans toute cette période de 1000 premiers jours, avant d'aplatir un peu dans la courbe. Et donc ça, c'est tendance générale, on voit aussi dans la littérature internationale, où on voit encore, pour bien insister, que chez le nouveau père, bien sûr, il y a la dépression postpartum, mais c'est notamment le trouble anxieux qui sont assez prévalents. On vient de toucher l'importance de triade ou du couple, et donc c'est intéressant aussi voir, et on a déjà en parlé, tu vois, le tabagisme d'un parent peut être un facteur de risque pour le tabagisme chez l'autre, pareil pour l'alcool. On voit la même tendance aussi avec la dépression. Donc là, c'était à partir de données ELF, on a pu croiser la prévalence de dépression au père et la mère et le père. Et on voit d'une part, heureusement qu'au final, dans cette cohorte-là, il n'y avait pas beaucoup de couples qui étaient touchés. On parle de 1,3% de toutes les personnes suivies. Mais c'est quand même important de noter que quand même, il y a des personnes dans cette situation, d'autant plus que ça a un impact encore plus important sur le développement de l'enfant. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Quand on parle de facteurs de risque et de protection sur la santé mentale, on a le fameux modèle biopsychosocial que j'imagine que vous êtes bien familier. Donc, plusieurs de ces prédicteurs de troubles psychiques qui sont communs aussi en dehors de la période périnatale, il y a certains qui sont assez spécifiques. Par exemple, pour le facteur psychologique, le vécu négatif de la grossesse, de facteurs biologiques de modification hormonale, pas que, mais parmi d'autres. Peut-être un autre qui est important à souligner, c'est le trouble de sommeil en pré- et postpartum, qui sont vraiment un facteur de risque très important pour les difficultés psychiques à ce moment-là, ou encore le social, par exemple, la violence ou l'isolement social. Et ce qui est important de redire, Maria, je crois qu'elle a déjà très bien dit, mais dans tout ce domaine, il y a quand même assez, on trouve souvent des interactions entre des facteurs de risque et un gradient social dans ces expositions. Donc là, avec une étude récente, on a pu reclasser, si vous voulez, les participants de la cohorte ELF dans 3 groupes. Donc, un groupe de Françaises ou de femmes d'origine française qui étaient favorisées. Donc, elles avaient de revenus élevés, ils avaient un haut niveau d'éducation, plus souvent de logements stables. D'autre part, il y avait des Françaises d'origine qui étaient défavorisées, donc ils avaient par exemple plus souvent recours au PMU ou des aides sociales, des autres facteurs de risque dans leur environnement direct. Et au final, il fait ce groupe de femmes migrantes d'origine donc non française qui avaient aussi des facteurs socio-économiques défavorables. Et on voit qu'en fait, selon quand même les différentes expositions, on voit quand même les différences. En total, les femmes françaises favorisées, elles allaient le mieux, peut-être sauf pour l'alcool. Comme vous voyez, c'était dans cette cohorte-là le groupe qui était plus mené à continuer à boire pendant la grossesse par rapport à ces 2 autres groupes. Mais sinon, on voit clairement ce gradient social où les femmes plus défavorisées, quand c'est de françaises ou de migrantes, avaient plus de risques, par exemple, de tabagisme, d'un manque de soutien social,
ou encore que la grossesse était non reconnue par le père et donc elles étaient souvent dans la situation d'isolement social et sans soutien d'un conjoint pendant cette période-là. Il y a aussi quelques facteurs de risque qui sont très spécifiques à le trouble psychique chez le père. Voilà, la paternité, c'est une expérience qui est quand même exigeante pour pas mal d'hommes et qui est aussi marquée par des changements qui sont aussi liés à des déterminants connus de troubles psychiques. Il y a d'une part une augmentation d'obligations et de responsabilités, de conflits travail-famille. Voilà, ils ont peut-être moins de temps pour se consacrer à leur propre passe-temps ou pour soi. Des fois aussi des difficultés financières, ça coûte cher d'avoir des enfants, de changements de mode de vie, de réduction de soutien social et de leur entourage. Le sommeil, bien sûr aussi pour les hommes, un facteur de risque important. Et peut-être aussi, littérature qualitative notamment indique aussi des pressions internes, l'attente qu'ils ont de c'est quoi être un bon père, qui peut mener à des facteurs de risque chez le père. Mais peut-être comme on a vu pour la mère, le plus grand ou le plus important facteur de risque aussi pour la santé mentale paternelle, c'est s'ils avaient déjà des antécédents personnels ou familiales de dépression et la santé mentale de leur conjointe. Donc on voit vraiment qu'il y a cette interaction entre le couple à ce regard. Donc moi, je veux aussi parler un peu plus sur les données épidémiologiques sur la santé mentale parentale et l'enfant, parce que, bien sûr, ils ne sont pas en isolation. C'est connu que donc, les problèmes psychiques prénataux ou au-delà aussi, comme indiqué déjà ce matin, qui sont non traités, ils sont associés à des différents résultats développementaux défavorables chez les enfants. Ils ont plus souvent des risques divers de développement. Comme vous voyez, c'est quand même des domaines de développement assez larges et diversifiés. Et dans certains nombres de ces enfants, ces difficultés peuvent persister jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte. Donc, tout l'intérêt de faire intervenir très précocement. Donc, quand on regarde les risques pour l'enfant autour dans cette période périnatale d'une maladie mentale non traitée, avant la naissance, donc là on parle forcément de la santé mentale de la mère, mais on a déjà entendu l'impact du stress in utero, voilà, le troubles psychiques maternels pendant la grossesse sont élevés aussi avec une dérégulation de l'axe HPA qui peut mener à, par exemple, des taux élevés de cortisol ou encore de marqueurs inflammatoires et qui sont associés avec de impact sur le neurodéveloppement de fœtus. Mais il y a aussi des autres problèmes plus liés à la croissance intra-utérine, de naissance prématurée, faible poids de naissance ou encore en cas d'addiction ou de traitement de fois avec des médicaments psychotropes, de syndrome d'adaptation néonatale. Donc quand on regarde après la naissance, on voit que voilà, il y a aussi des comportements de santé ou de comportements liés avec le soin des enfants qui sont peut-être moins favorables. Par exemple, un allaitement interrompu, des problèmes d'interaction précoce, comme Charlotte a bien insisté tout à l'heure, avec la communication et la stimulation de nourrissons. Et donc, les parents, on a aussi des études qui montrent que les parents qui ont des troubles psychiques, ils ont plus souvent recours aux services médicaux pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc, ils attendent souvent assez tard jusqu'au... voilà, ils ont par exemple besoin d'aller aux urgences pour faire traiter certaines maladies chez leurs enfants, au lieu de voir une professionnelle de santé plus précocement. Ils rencontrent aussi plus souvent de difficultés pour assurer le suivi des soins, mais aussi d'appliquer des recommandations quand c'est le sommeil, une bonne position de sommeil sur le dos, pas dans le lit des parents, la vaccination, donc suivre le plan vaccinal, sécurité routière. Donc on voit que c'est impacté sur plein de domaines de parentalité. Et ce qu'on a fait avec
une étudiante à moi qui est d'origine écothérapeute, donc c'est pour ça qu'elle s'est intéressée particulièrement aux co-occupations parentales. Donc, c'est pas forcément les interactions émotionnelles, mais vraiment l'activité que le parent fait avec son bébé. Donc, c'est peut-être plus un impact. Oui, le soin au quotidien. Donc, c'est peut-être un peu petit à voir, mais il y a par exemple de se changer de couche, donner à manger, donner le bain, ramener au médecin. Et donc, on a regardé ça auprès des parents de la cohorte ELF. Peut-être c'est intéressant à voir dans le premier temps que les mères font plus de co-occupation que le père, pas que plus en nombre, donc les mères en moyenne font 8, bien que le père 4, mais elles font aussi plus fréquemment, donc elles font plus et plus souvent les co-occupations avec leurs enfants. Bien sûr, c'est peut-être en partie dû à le fait qu'à 2 mois, la mère est encore à la maison, mais voilà, même si on prend en compte de ça, on voit quand même une différence là. Et donc, ce qu'on a fait par la suite, on a mis en lien cette fréquence et ce nombre de co-occupations en lien avec la dépression, la présence d'une dépression postnatale. Donc, on regardait c'est quoi l'impact si c'est que la mère qui a une dépression postnatale, c'est quoi l'impact si c'est le père, et qu'est-ce que ça fait quand c'est les 2 parents. Et donc là, on voit que quand le parent il est déprimé, bon, c'est pas très étonnant, ils font moins de co-occupation, ils le font moins souvent, donc autant pour la mère et pour la père. On voit aussi que l'autre parent, il va compenser. Donc, par exemple, quand c'est la mère qui a une dépression postnatale, c'est le père qui, quand même, prend le relais. Il va faire plus de co-occupation paternelle avec son enfant. Ce qui est aussi intéressant à voir, que quand c'est le père qui a une dépression postnatale, la mère prend le relais, elle fait ça plus souvent que le père. Quand même. Et ce qui nous a étonné, c'était que quand les 2 parents ont dépression postnatale, on ne voyait pas du tout un impact sur leur fréquence ou le nombre de co-occupations. Donc, bien sûr, les données de cohorte ne nous permettent pas de creuser ça tout en détail, mais peut-être, voilà, une hypothèse qu'on a faite, c'est par exemple, ils avaient pas un réseau de soins autour d'eux auquel ils peuvent se appuyer dessus. Et donc, voilà, quelqu'un va baigner le bébé, quelqu'un doit le nourrir. Donc, malgré leur dépression, ils continuaient de faire cette co-occupation. C'est une hypothèse. Peut-être c'est intéressant de voir ça plus en détail avec vraiment de population clinique pour voir si elle peut être confirmée. On avait aussi, à partir de données Eden et ELF, plein d'études d'association. Donc, voir qu'est-ce que l'impact à plus long terme d'une dépression, une dépression, anxiété comorbide, ou même juste l'expérience d'avoir des événements de vie négatifs pendant la grossesse sur les difficultés émotionnelles et comportements chez les enfants. Donc, quand on va dans ce graphique, une fois qu'on prend en compte des facteurs de confusion, donc on va ajuster sur des autres facteurs qui peuvent jouer un rôle, on ne voit pas trop d'impact d'une dépression ou d'une anxiété à elle toute seule, mais on voit par exemple que quand il y a des troubles comorbides ou quand il y a des femmes qui ont vécu beaucoup d'événements négatifs pendant leur grossesse, ça a un impact fort sur les difficultés ultérieures chez leurs enfants. Et donc là, on peut penser qu'il y a probablement des mécanismes biologiques, par exemple avec ce taux de cortisol que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peuvent jouer un rôle à encore explorer. Pour l'impact de santé mentale paternelle sur l'enfant, on sait que c'est à peu près un effet équivalent que la santé mentale de la mère. Malheureusement, on n'a pas encore trop de données disponibles en France pour vraiment creuser ça, mais on a fait une revue de littérature. Donc, on a pris toutes les revues systématiques qui ont été faites et on refait une revue là-dessus pour vraiment avoir une évidence assez plus concluante. Et là, on a pu voir que oui, sur tous les articles, et donc on parle d'une population de presque 350 000 pères qui a été inclus parmi tous ces essais, qu'il y a un effet important sur le trouble socio-émotionnel des enfants, avec peut-être
un peu plus d'impact sur le problème internalisant et externalisant que par exemple le trouble autistique ou autre. Bon, pour terminer, moi je vais dire aussi une ou deux mots sur l'accès aux soins de santé mentale. Donc, bon, voilà, là il n'y a pas trop de mystère pour vous. On peut le décliner en trois principales catégories. Donc, non médicales. Voilà, par exemple le yoga, on a entendu que c'est peut-être une pratique qui a plein de bienfaits pour les parents et pour l'enfant. De première ligne de thérapie cognito-comportementale, ou des fois quand c'est nécessaire, soit pour un traitement en suivi ou de nouveau mise en place un traitement médicamenteux. Je voulais juste souligner aussi un peu d'autres données. Aussi le ELF, où ils ont demandé les questions aux femmes qui ont déclaré d'avoir de troubles psychiques. Est-ce que vous avez eu accès aux soins? Et donc là, on voit que la plus grande partie des femmes qui ont déclaré d'avoir de troubles psychiques pendant la grossesse, qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de consultation psychique, donc ils n'ont vu ni de psychiatre, ni de médecins généralistes, ni d'autres médecins traitantes. Et parmi ces 28% de femmes qui ont dit oui, j'ai eu une consultation, au final, il n'y a que 11% qui ont déclaré d'avoir eu un traitement par la suite. Et voilà, là, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales avec des femmes migrantes et plus défavorisées qui ont encore davantage ce manque de recours aux soins. Donc, pour moi, pour terminer aussi, donc on a vu ce matin que donc le grossesse ne protège pas contre le trouble mentaux, ni chez la mère, mais non plus chez le père. Ils sont fréquents, ils sont impactés par différents facteurs ou mécanismes biologiques, psychologiques ou sociaux qui sont souvent interliés. C'est un impact important sur le parent, mais aussi sur l'enfant à court et à long terme. Et donc, c'est aussi une bonne période auquel on peut mettre en place d'opportunités de dépistage, d'intervention précoce. Mais pour cela, c'est bien sûr important d'identifier les parents qui ont le plus besoin et qui sont souvent aussi le plus difficiles à atteindre. Donc, je vous remercie. Je crois que je suis restée dans le temps. Voilà.